Alors, je vous disais, après, quand j'ai été libéré, je ne voulais pas retourner à la SNCF. C'était pas particulièrement intéressant comme type de travail. Et avant le retour en France, avant d'être libéré, donc de mes obligations militaires, j'ai appris que le gouvernement algérien recrutait des instructeurs. Il y avait une différence entre instructeur et instituteur. L'instituteur, c'était déjà un peu le type. À l'époque, je vous signale qu'il y avait 3 bacs. Il y avait le bac en février, il y avait le bac en juin. Donc, comme j'étais collé en février, collé en juin, il me restait le mois de septembre. Finalement, ils en ont eu marre de me voir, ils me l'ont donné, ils ont dit on va lui foutre la paix. Voilà. Donc, c'était à cette époque-là. Et donc, on me dit oui, il y a un poste à Tamaracet. Tamaracet, je connaissais Tamaracet de par le discours de De Gaulle, une seule France de Dunkerque à Tamaracet. Dunkerque, bon, je pouvais situer, je savais que c'était au nord de Paris, déjà c'est pas mal, hein. Mais Tamaracet, comment voulez-vous que moi je connaisse Tamaracet? C'est impossible. Donc après, j'ai accepté le truc là, donc après on se moque de moi, le type qui m'a recruté me dit « Ah, monsieur est un romantique qui veut aller le plus au sud possible ?» Bah, je lui dis « Moi, le nord, Djebel et Dour, ce pas des souvenirs qui sont particulièrement agréables. Le sud, je ne connais pas. » Donc, se moquant, mais gentiment de moi, faisant référence au côté romantique, le Sahara, le mythe du Sahara et tout. Bref, Touareg, je n'avais jamais entendu parler de Touareg. C'est qui ces monstres-là? C'est vous dire que la dimension de l'ignorance et de l'inculture, c'est quelque chose de dramatique. Mais en même temps, ça crée les conditions de la compensation du savoir. C'est ça, ce que je retiens. Parce qu'après, ils m'ont mis dans un bled qui s'appelait Inamguel, où il y avait bien sûr, il n'y avait pas d'école. L'école était sur le papier. Comme il n'y avait pas d'école, ils n'avaient pas encore construit les trucs. Donc je suis resté à Tamaracet. C'est l'année suivante que j'ai été nommé à Inamguel. Inamguel, qui était un petit bled qui était à 350-400 km environ de Tamaracet. Il n'y avait rien, hein. Je ne parlais pas arabe, je n'avais aucune formation pédagogique, j'avais tout ce qu'il fallait pour être un bon enseignant. Donc, bon, d'accord, moi je vais là-bas. Et puis, c'est là aussi qu'il y a eu quelque chose sur le plan humain qui était un peu, même beaucoup, comment dire, chaleureux. Tu as fait la guerre d'Algérie? Ben oui. Tu as tué des Arabes? J'ai dit, écoute, moi j'en sais rien, mais ce que je peux te dire, c'est que quand on entendait une feuille tomber, pouf, on avait tellement peur qu'on ensuite, pas payé, donc nourri par les habitants, mais vous n'aviez pas un plat, vous aviez par repas 2 ou 3 plats, parce que chaque famille venait vous dire, eh, ça vous fait quand même un truc, on vous demande de tuer des Arabes, alors que c'était des haratines, hein, des anciens esclaves noirs. Vous racontez tout ça, mais ils vous considèrent pas comme un colon, ils vous considèrent comme quelqu'un proche d'eux. Donc tout ça, ça vous marque considérablement. Hein. C'est pas il n'y a pas eu de refus, même ça a créé les conditions de l'insertion. Le repas, mais chez les musulmans, les repas, c'est pas n'importe quoi, hein. C'est quelque chose de symboliquement très significatif. Et donc, je n'avais pas un plat, j'avais 2 plats ou 3. Il fallait que je bouffe les trucs là, bon, bah, ça va. Mais je m'étais inscrit au CNTF pour passer le 2e bac, quoi, c'est ça, philo. Mais le courrier n'arrivait pas. Il arrivait par occasion quand il y avait des camions qui venaient de Tamaracet pour aller à Insala. Fallait-il encore que les chauffeurs de camions pensent à aller à l'inspection primaire de Tamaracet pour dire est-ce qu'il y a du courrier pour les gens qui sont en pleine brousse? Ils ne faisaient pas. Donc à un moment donné, j'étais obligé de rompre parce que je ne pouvais pas répondre pour des raisons d'ordre de transport, quoi. Donc ça a été ça pendant quelques temps. Et là, j'en reviens un peu sur le côté inculte. J'ai vu tellement de choses qui m'ont surpris et pour lesquelles je n'avais pas d'explication.
Donc ça m'a permis de prendre conscience en disant, mais c'est quoi tous ces gens-là? Ils sont différents de moi, ils me donnent à manger, etc. Mais ils sont quand même un peu comme moi. La religion musulmane, je ne la connaissais pas, j'étais complètement inculte, hein, encore une fois, j'insiste un peu là-dessus parce que c'est sa vie. Donc, conscient que je vivais dans un milieu où il y avait des comportements et des pratiques qui me déstabilisaient un petit peu, je dis, mais si tu ne peux pas comprendre ça, c'est probablement parce que tu n'as pas les connaissances qui te permettent de comprendre les choses. Donc à l'issue de ça, j'ai demandé à être réaffecté à Tamanrasset, où là, il y avait le courrier. Je crois qu'on avait le courrier une fois par semaine. Il y avait un avion d'Alger Tamanrasset qui venait une fois par semaine. Donc j'ai pu continuer avec le CNTE. Le CNTE, je peux vous affirmer, c'était quelque chose de remarquable. Je dis bien de remarquable. Autre chose que la téléenseignement actuel. Hein. On avait des corrigés de type, on avait des relations privilégiées avec les gens. Ah ouais. Donc tout ça fait en sorte que tous ces éléments-là que je vous décris ont été des éléments très positifs. Par-delà le fait que les situations n'étaient pas... Donc, il vous faisait des comptes rendus sur les dissertes de philo, etc. Pas oui, c'est ça, pas mal. Non, ils développaient, ils avançaient des arguments, etc. Donc une relation pédagogique autre que celle qu'on avait dans les lycées. Hein. Donc c'était très formateur. Donc après qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis resté 4 ans. 4 ans, 2 ans à Inamguel et puis 2 ans à Tamanrasset, où ça a été, je pense que c'est pas trop fort de dire qu'il y a eu un choc culturel qui a fait en sorte que, après, quand vous êtes enseignant, vous avez aussi des relations sociales particulières. Hein. Donc, un exemple qui fait prendre conscience surtout des inégalités, on recevait des petits tubes d'oréomycine pour le trachome, vous voyez, les petites pommades qu'on met dans les yeux, là. Il y avait comment dire, pas l'imam, celui qui faisait l'école coranique, qui apparemment n'appréciait pas beaucoup les enseignants mécréants comme moi, et qui m'envoyait les enfants de l'école coranique d'une manière systématique avec au moins 30 à 40 minutes de retard. Bon, ensuite, il s'est tapé une crise comment on appelle ça, le truc des yeux là. Mais bien bon, moi, tout rouge, boursouflé, plein de pus, etc. Donc je lui ai dit, écoute, moi je te soigne, mais tu m'envoies les enfants, c'est le marché. Déjà un marché de type arabe. Tu m'envoies les enfants, tu ne les gardes pas comme ça systématiquement. Donc, comme ça lui faisait mal, hein, le trachome, voilà. Le trachome, à l'époque, il y en avait en pagaille. Hein. Donc après, il venait avec ses yeux pleins de pus et de mouches. Vu d'extérieur, là aussi, c'est un peu de la dérision, mais ce n'est pas uniquement de la dérision, ça fait prendre conscience de beaucoup de choses. Après, donc il m'envoyait... Après, je reçois une circulaire venant de l'inspection d'académie de la Guatte qui me dit il faut scolariser les filles. Donc je vais voir le Messaoul, comme le terme arabe c'était ça, le chef du village, et je lui dis écoute, il faut que tu m'envoies les filles à l'école. Il me dit toi aussi, t'as vu des filles ici au village? Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais avec un aplomb, vraiment, le même qui me donnait de la bouffe le midi. Hein. Je lui ai dit, écoute, moi, il faut que tu m'envoies. Il a envoyé 2 ou 3 filles comme ça pour probablement des filles issues de familles un peu bas-de-classe ou un truc comme ça. Là. Donc, c'est pour vous dire le contexte de l'époque. Mais en définitive, tout ça était quand même très chaleureux. La bouffe, c'est pas n'importe quoi. Hein. Le fait aussi que j'étais invité à des baptêmes et tout le bastringue, voilà. Bon, ça c'est pour la période. Après, je me suis dit, il faut que je rentre. Donc, je suis rentré. À l'époque, la division, comment dire, la répartition géographique des universités fonctionnait par commune, je me souviens plus comment il y avait une répartition. Donc moi, issu de la zone, vous savez à quelle université j'étais? Nanterre. Nanterre qui était toute la crème sociale, c'est-à-dire les gens de 92, de Lizy et tout le bassin, pas des gamins, hein, enfin, dans mes trucs là, je dis, oh, épouvantable.
Je crois que c'était la période la plus difficile, parce que pour s'insérer dans ce milieu-là, oh là là, vous ne savez pas parler, vous ne savez pas quel comportement adopter. Il n'y a pas d'ouverture. Le milieu auquel je venais, c'est pas imaginable. Ils ne peuvent pas s'imaginer ce genre de choses. Eux aussi, ils sont complètement enfermés dans leur classe sociale. Hein. Comment voulez-vous qu'ils se représentent? Si, ils pouvaient se représenter parce qu'il y avait le bidonville à Nanterre, le bidonville qui était... Moi, je n'étais pas dans le bidonville, hein. J'étais dans la zone, mais ce n'était pas le bidonville. Donc, à cette époque-là, il y avait toute cette tendance gauchiste qui allait dans le bidonville pour apporter la bonne parole. Je n'ai jamais participé à ça. Jamais, parce que je ne comprenais pas pourquoi. Pour moi, c'était un peu du voyeurisme, un peu du... Je me disais, mais ces gens-là, là, moi, quand je suis dans la zone, ils viennent me voir comme ça, les mains dans les poches, m'apporter la bonne parole, ce qui n'était pas le cas des religieux, puisqu'ils venaient avec des planches pour construire la chapelle. Nous, on leur piquait le bois. Donc, et les seuls qui avaient un comportement de facto marginaux, qui avaient des difficultés de s'insérer, de participer à des groupes comme ça, avec qui j'avais noué des relations, c'était 3 communistes qui, autant que moi, éprouvaient un malaise, peut-être moins important, mais un malaise, ils n'arrivaient pas à trouver le moyen, si vous voulez, de s'insérer avec les autres étudiants. C'est pas évident de s'insérer avec les autres étudiants. Ça, c'était 68, avec tous les enjeux politiques qu'il y avait à Nanterre, entre les maoïstes, les trotskistes, les staliniens, et puis les bagarres qu'il pouvait y avoir, à coups de barre de fer, hein, entre les staliniens, donc ceux du PCF, les maoïstes ultra-révolutionnaires. Comment voulez-vous que moi je m'y retrouve dans tout ce bordel-là? Mais quand même, je m'y suis retrouvé. Je m'y suis retrouvé, et je crois que c'est probablement dans ces circonstances-là que je pense pouvoir utiliser qu'il y a une prise de conscience de classe. Mais grâce à qui? Grâce à Althusser. Althusser qui, lui, était membre du Parti communiste français et qui avait déterminé 3 stades dans l'instinct de classe. Moi, immédiatement, moi, ça m'a parlé, hein, ce vocabulaire-là. L'instinct de classe, c'était mon vécu. Ensuite, avant la conscience de classe, il avait trouvé un autre truc. Tout ça, pour un intellectuel de cette envergure-là, Althusser, il enseignait à l'ENSUIP et tout ça, hein. Donc ça a parlé. C'est à partir aussi de ce moment-là ça a été un peu le facteur déclenchant dans la prise de conscience de classe qui m'a permis de savoir un peu qui j'étais par rapport au reste. Ça a été l'université. Ça veut dire, ça m'a permis de prendre conscience dans un milieu qui n'était pas du tout ouvert. Du tout, très fermé, hein. Après, je me suis rendu compte, je fais des sauts un peu dans l'histoire, qu'en définitive, quand dans le milieu universitaire, moi j'ai des collègues qui me disaient mais pourquoi tu aboies quand tu prends la parole? Non, je ne plaisante pas, hein. Pourquoi j'aboyais? Parce que prendre la parole en public, vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte de l'assurance qu'il faut, la maîtrise du vocabulaire, comment intervenir, etc. Donc vous intervenez, ce qui était mon cas, d'une manière un peu agressive, en aboyant. J'ai dit merci, elle me prend pour un chien en plus. On ne s'en sort pas, hein. Des gens qui sont quand même anthropologues, qui savent ce que c'est que le terrain, etc. Donc je dis oh là là. Bon, c'est vous dire que c'était pas du tout facile. J'ai eu quand même beaucoup de chance. Je pense que ma vie est faite d'une succession de chances. C'est parce qu'à l'époque, il y avait, dans le contexte intellectuel de l'époque, il y avait les grands courants, les grandes écoles de pensée en anthropologie, les fonctionnalistes, les structuralistes, les marxistes. Mais ça recouvrait aussi des dimensions politiques à travers les partis. Il y avait, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque-là, mais il y avait une vie fabuleuse, hein. C'était très créatif sur le plan intellectuel et sur le plan politique. Ça se cognait, je ne peux pas vous dire. Il y avait de la vie. Actuellement, là, il n'y a plus de vie, hein. Alors, je fais un truc comme ça, là, parce que ça ne me paraît pas inintéressant. Quand j'ai raconté tout ça au curé, l'abbé Chénel, chez qui j'allais dormir du mercredi au jeudi,
Il me disait, André, à ton époque, on avait prise sur vous. Maintenant, quand il dit maintenant, ça veut dire il y a 30-40 ans. On n'a plus aucune prise sur les gens avec vous, c'est-à-dire avec nous. Il y avait prise, on pouvait faire des trucs, on vous proposait des alternatives, vous pouvez vous investir avec les jeunes là maintenant, quasiment impossible. Ça aussi, ça m'a permis si vous dire qu'avec ces religieux-là, il y avait une liberté de parole très, très grande, c'est-à-dire, je me sentais en confiance, même si déjà à l'époque, je lui disais, au truc là, c'est pas... Donc il y avait une tolérance, voilà, je crois que le terme qui était là, c'était une tolérance. Cette tolérance-là, lorsque j'ai fait mon terrain chez les Touaregs de l'Aïr, je l'ai retrouvé avec les musulmans. Les musulmans qui me prenaient par la main pour aller faire la prière avec eux. J'ai dit, mais attends, tout ça parce que j'avais fait une remarque sur quelqu'un qui avait mal fait la prière. Ça, je faisais mon terrain. Et après, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est qu'il n'avait pas l'intention de me convertir. Dans sa logique, à lui, mais ça c'est l'anthropologue qui parle, il lui était très difficile de comprendre qu'il avait une relation quasiment fraternelle avec un mécréant qui ne faisait pas la prière. C'est incompréhensible. Non, je ne plaisante pas, c'est incompréhensible pour eux. Mais en même temps, de mon point de vue à moi, c'était quand même quelque chose d'important, hein. Y compris quand j'ai fait le wird dans la mosquée. Peut-être, c'est un peu décousu. Après, je faisais mon terrain. Après, on m'a dit que c'était une mosquée, une des très anciennes mosquées de l'Aïr. Donc, on m'avait prévenu, le forgeron avec qui je travaillais. Mais fais gaffe parce que tu vas être confronté à l'imam de la mosquée, qui est un cinglé. Il a les yeux injectés de sang, etc. Donc, quand tu vas arriver, il va te prendre des trucs comme ça, il va te faire mal, et puis il va falloir que tu dises la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la prière. Comme je savais réciter la prière. J'ai récité la prière. Purée, il était content comme tout. Il a dit, ça y est, il y a quelqu'un qui se convertit. Donc, il est allé chercher une chèvre, il a égorgé de la chèvre. Tout ça du pipeau. Mais c'était intéressant parce qu'après, j'ai fait le wird dans la mosquée. Le wird, vous savez, ça tourne, il récite le machin, c'est soufi. Donc, il rentre en communication avec Dieu, etc., etc. Et puis, il me raconte, il m'a dit, tu sais, il y a un mécréant, Boufar, qui est venu, quelqu'un qui travaillait à la Cominac, parce que la Cominac, c'était le truc d'Areva, l'extraction d'uranium. Il est venu dans la mosquée, il n'a pas enlevé ses chaussures, il n'a pas demandé l'autorisation à moi de rentrer dans la mosquée. Il est rentré dans la mosquée, après il est sorti, et quand il est sorti, il y a eu un serpent noir énorme qui l'a suivi. Il a eu peur de ce serpent-là, il a couru, il est allé dans la montagne, et depuis, on n'a plus du tout entendu parler de lui. Il me dit, tu vois, toi, on t'a donné l'autorisation, tu as dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, et on a échangé des verres de thé pour le machin. Toi, tu es rentré, tu es sorti, tu n'as pas eu de serpent noir. J'ai trouvé ça fabuleux, fabuleux. Parce que le fer lui-même existe peut-être, mais le fait qu'il n'y ait pas eu, que le gars il a eu peur d'un type d'Areva, parce que c'était l'expression aussi avec le recul, contre ces gens-là qui arrivaient, comme s'ils étaient chez eux, on n'enlève pas les chaussures, on rentre dans la mosquée, on fait tout comme on est chez nous, après tout, on va s'emmerder. C'était ça que j'ai retenu. Donc, avec cela, avec lui, après, j'ai pu travailler sur la khalwatiyya. Après, j'ai récupéré tout ce contact-là pour faire la silsila, c'est-à-dire la transmission de la chaîne. Depuis Sidi Mahmoud el-Mardadi qui avait créé cette confrérie qui s'appelle la khalwatiyya. Khalwa en arabe, c'est la solitude, donc les pratiques mystiques et tout ça. Grâce à ce truc-là, la récupération, on fait beaucoup de récup quand on est anthropologue. Il faut faire de la récup, il y a des circonstances qu'on ne crée pas, qui arrivent, il faut savoir les utiliser, quoi. Donc voilà, maintenant je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. C'était une digression. C'était une digression. Ah oui, voilà. Donc, voilà.
la conscience de classe, si vous voulez, je pense qu'à l'époque, je pouvais parler de conscience de classe à partir de l'instinct. C'est surtout le recours à la notion d'instinct de classe qui a fait germer une réflexion. Après, je vous lisais, lui, il avait très bien décrit les 3 phases qui vont jusqu'à la conscience politique, etc. Après, les mécanismes d'identification, ils se font quasiment normalement. À partir du moment où vous avez un élément qui vous permet de vous identifier, après, ça déclenche le processus. Donc, vous êtes réceptif à ce que vous lisez. Surtout qu'à l'époque, il y avait de gros enjeux politiques. Hein. Voilà. Donc, Nanterre, qui recrutait sociologiquement et socialement parlant tout le gratin de 92, 78, etc. Comment voulez-vous que moi je trouve ma place là-dedans? Oui, non, c'est impossible, impossible. Mais ça a été aussi une prise de conscience parce que tous ces gens-là qui foutaient le bordel à l'université, ça cassait tout, ça faisait... à 2 ou 3 reprises, ils m'ont invité chez eux. Chez eux pour je ne sais pas, je ne me rappelle plus exactement quoi faire. Et, il fallait s'essuyer les pieds avant de rentrer dans l'ascenseur, il fallait faire tout un tas de trucs. J'ai dit, les enfoirés. Ils nous bousillaient tout, là, tout le public, et quand nous, je disais, il faut faire attention, etc. Donc ça a beaucoup contribué aussi à faire en sorte que je ne pouvais pas m'identifier à ces gens-là, du tout. Donc c'était un élément de la prise de conscience. C'est pour ça que les catégories émises par Althusser, à un moment donné, répondaient à des réalités sociales et politiques. C'est ça aussi la pratique sociale. Donc c'est pour vous dire que ça a joué un rôle très important dans un contexte, cette fois-ci sur le plan intellectuel, où il y avait de grands enjeux entre les structuralistes, entre les marxistes, etc., où il y avait un ferment politique fantastique. Hein. Ça se cognait physiquement. En 68, moi j'en ai reçu des coups, des coups de gourdin. Mais en définitive, c'est très formateur. Donc les leaders intellectuels de l'époque dans ce domaine-là, et ça je fais référence à mon laboratoire qui à l'époque était dirigé par Lévi-Strauss, ou Lévi-Strauss qui était un grand bourgeois mandarin, mais qui acceptait des gens comme moi. À partir du moment où vous n'avez pas de politique dans son labo, il s'en foutait complètement, quoi. Donc en même temps, il crée les conditions de l'insertion, mais ces conditions de l'insertion créent les conditions de la répulsion. C'est jamais unilatéral. Parce que les origines sociales de tous mes collègues, c'est le gratin aussi. Hein. L'anthropologie, c'est pas la classe ouvrière que vous voyez dans l'anthropologie. Donc c'était tout ça. Et c'est dans ces circonstances-là qu'on me disait, mais quand tu prends la parole, pourquoi tu aboies? Je dis, putain, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Après, je parlais plus. Ben oui, parce que je continuais à aboyer. Donc, à l'époque, je manquais d'humour. J'aurais dû leur dire, mais vous voulez que je miaule? À l'époque, je ne pouvais pas avoir cet humour-là. J'étais tellement complètement enfermé dans mes trucs. Je dis, comment m'en sortir? Voilà. Et donc, ils recrutaient. C'était aussi la création de l'anthropologie économique. Donc, vous aviez 2 tendances à l'époque de l'anthropologie économique, incarnées par un trotskiste, Meillassoux, Claude Meillassoux. Et je fais référence aussi à ça parce que c'est l'anthropologie des gouraux. Je l'ai lu grâce à Meillassoux parce que j'ai eu un demi-poste de technicien chez Meillassoux. Alors que j'étais plutôt d'une tendance stalinienne, pour utiliser les catégories de l'époque, à travers Godelier. C'était ces 2 courants-là, vous voyez, qui ne se supportaient pas. Ils étaient en compétition. C'est à l'époque, ils ont sorti Horizon et Trajan marxiste. Donc, c'est Meillassoux, je le connaissais mieux que Godelier parce que comme j'avais un demi-poste de technicien chez lui, j'allais chez lui, j'indexais ses trucs. Mais lui, c'est pareil, circonstance, c'est un milieu très bourgeois. Très bourgeois, il est issu d'une famille du Nord, etc. Mais il a beaucoup contribué à me sortir du pétrin. Hein. Bon, il ne reste plus que 5 minutes, je vais continuer après sur les trucs là. J'ai fait quelques petites digressions, mais c'est comme ça, c'est spontané. Je suis surpris de la manière dont je vous parle. Ça veut dire que tout ça, c'est accepté. C'est ça que ça veut dire.
Donc je ne regrette pas d'avoir je peux en parler librement. Je vais peut-être en parler aussi à ma fille.